pas largement. Bah, en ce cas-là, regarde, inverse tes œufs. On part là. Bon, mais ça fait partie de l'affaire. Euh, Peut-être que je peux commencer parce que, en fait, en termes historiques, je pense que cette idée d'Athémis, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais elle remonte de mon côté à une période qui remonte à 87, 1987. C'est au moment où j'ai fini ma thèse, où je m'engage après une expérience politique, me reconvertis comme chercheur, je m'engage dans l'université et je vois dans l'université des limites immédiatement, des limites dans le rapport de ces chercheurs au réel. Et je le perçois immédiatement. Alors c'est lié aussi à la période précédente, puisque je passe ma thèse de 87, j'ai 86, j'ai 35 ans. Bon. Et là, je dis, on ne peut pas se suffire de l'université, il faut que je crée un espace, donc un réseau, que j'ai appelé Athémie à l'époque, analyse du travail et des mutations industrielles, il n'y avait pas encore la notion de service. Et à travers ce réseau, l'idée que j'ai, c'est de confronter les logiques de recherche à des logiques d'action en trouvant des formes de coopération avec des acteurs non chercheurs. Et quand je rencontre François dans cet espace de dialogue qui s'appelle Dialogue de réalité dialogue social, qui est impulsé par un ancien syndicaliste de la CFDT, René Ruols, je me rends compte qu'on a des approches extrêmement partagées et qu'on a un rapport au réel extrêmement partagé et d'autre part une complémentarité de compétences. Et c'est à ce moment-là que je vais proposer, ou que tu proposes, je ne sais plus qui propose, mais c'est pas grave, c'est-à-dire on devrait travailler aussi à la Poste, et c'est à ce moment-là que par la question de la Poste, on commence à engager des recherches communes. C'est comme ça qu'on se rencontre. Ça, c'est 2-3 ans avant la création d'Athémis. On engage des recherches sur les questions je me souviens plus maintenant les recherches qu'on a engagées ensemble, c'est pas grave. Il y a eu la Caisse des dépôts, sur la conduite de... Ouais, en plus de la Poste, ouais, la Caisse des dépôts, c'est sur la question de l'émergence dans la Caisse des dépôts d'un groupe de consultants internes. Et donc toute la question de la doctrine de ces gens, comment ils étaient formés, ça c'est la Caisse des dépôts. Bon, et dans la Poste, il y a eu plusieurs projets croisés à propos de la productivité, à propos du management et du devenir des cadres. Et puis, à un moment donné, moi je sens que le réseau qui était un peu informel mériterait de devenir un laboratoire en tant que tel. Mais c'est lié aussi au fait que mon expérience montrait que les laboratoires de recherche universitaires étaient incapables de développer vraiment la pluridisciplinarité. Elle n'était pas en capacité de faire de la question du travail un angle d'attaque et d'analyse du réel et de faire en sorte qu'à partir du travail réel, on comprenne les évolutions sociétales. Les laboratoires n'étaient pas en capacité de faire ça et qu'il était nécessaire d'écrire un espace formel, d'où la création d'Athémis. Pour moi, l'impulsion aussi de la création d'Athémis, c'est de créer un laboratoire indépendant de l'université, parce que j'avais vécu, avant 2001, une expérience extrêmement compliquée et douloureuse, où j'avais, dans le Nord-Pas-de-Calais, impulsé, du côté des recherches, les assises régionales pour le travail et l'emploi, et que tout le travail qui avait été fait dans le Nord-Pas-de-Calais, qui était une expérience assez extraordinaire, avait été cassé par l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir du côté du Conseil régional. Je tirais de cette expérience la nécessité de disposer d'un laboratoire absolument indépendant des institutions politiques et des institutions, indépendant de l'université et indépendant du pouvoir politique, notamment territorial. Et c'est à ce moment-là que j'ai prouvé à François qu'on passait ensemble. Alors moi, c'est une trajectoire de départ qui est un peu différente, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ça a convergé. Moi, pendant le temps où je faisais ma thèse, j'ai croisé Pierre Casamian, donc, qui était un des fondateurs de l'ergonomie. J'avais démarré une thèse sur le concept de ressources humaines en tant que question qui traitait du travail, mais je le faisais en économie. Et quand j'ai rencontré Casamian, dans une histoire très singulière, mais enfin, bon, je n'insiste pas,
je me suis aperçu qu'il y avait quasiment de l'autre côté du mot travail, tout un monde qui s'est appelé l'activité de travail après. Donc je suis, j'allais dire, tombé dans l'ergonomie en tant qu'économiste. Et deuxièmement, je l'ai fait à l'université à partir d'une structure qui était l'éducation permanente, c'est-à-dire dans la foulée des lois Delors en 72. Donc c'est un rapport à l'université qui était singulier et c'était un rapport disciplinaire qui était particulier. Les deux m'ont mis tout de suite dans une situation d'originalité par rapport à ce que je connaissais autour, qui faisait que je ne sentais aucune pression. Au contraire, j'avais l'impression d'être un défricheur. À la machette, on allait à la fois dans la discipline, du fait que j'étais économiste, il n'y en avait pas en ergonomie, donc j'étais un peu à la machette, qu'est-ce qu'il fout là? Et en tant qu'universitaire, à la machette dans la question de l'éducation permanente, où il n'y avait personne, on te regardait d'assez loin. C'est des gens qui font du fric et qui n'ont même pas d'étudiants. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que ça nous mettait tout de suite en rapport assez étroit avec des questions d'entreprise, puisqu'on avait des gens qui étaient des professionnels, des médecins, des ingénieurs, des psychologues du travail, enfin, etc., qui étaient confrontés à des niveaux de rapport au réel qu'on n'a pas avec les étudiants. Et puis après, comme on est dans un moule qui est malgré tout celui de l'université, les choses se formatent, se calent, et je fais l'expérience, comme tu viens de le dire, d'une impossibilité de s'en sortir d'une manière qui a besoin d'être pluridisciplinaire en restant dans le milieu économique, dans le milieu universitaire. Et le point qui fait jonction, c'est en fait la conjonction de deux choses. Un, la découverte que l'ergonomie, au-delà de la prétention de son terme, d'être la science du travail, ne peut pas tenir seule son objet. Elle définit un objet qu'elle ne peut pas tenir. Donc elle est vouée à une pluridisciplinarité. C'est intéressant parce qu'elle est elle-même une pluridisciplinarité. Donc il y a une espèce comme ça de limite par le mot de la discipline qui doit être franchie, qui donc consiste à en sortir. Et puis deuxièmement, comme tu viens de le rappeler, l'impossibilité à l'intérieur de l'université de développer des actions multidisciplinaires au-delà des incantations qui étaient faites, comme quoi c'était ça le modèle. Donc les deux mêlés, l'impossibilité de tenir dans le cadre et de la discipline et du dispositif formel, de tenir ce qu'on voulait faire. D'où une première démarche que j'ai eue, moi, à travers l'ergonomie, on avait monté un institut qui nous mettait un peu à côté de la fac pour pouvoir, d'abord, du point de vue de la gestion, arrêter de rester embêté par les systèmes administratifs et pouvoir développer par ailleurs des actions dont on ne rendait compte qu'à nous-mêmes. Ça a eu un temps, et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, et moi je pense que c'est simple de dire, c'est que c'est peut-être d'abord une rencontre de personnes, il y a une espèce d'élection humaine, il y a une espèce comme ça de sentiment amoureux, c'est un peu excessif, mais on rencontre le sentiment que là il y a quelqu'un, il ne faut pas le rater. Mais c'est un peu ma vie ça, moi j'ai toujours eu le sentiment que les rencontres sont décisives, enfin on fait rien tout seul, quoi. Le seul talent, c'est de ne pas rater les occasions qui se présentent, mais tu n'en es pas complètement responsable non plus. Et puis après, il y a la manière dont ce qu'on fait valide ce sujet-là. Et pour m'arrêter à ça, pour moi, ce qu'on a fait en créant Artémis, c'était à la conjonction de trois dimensions qui reviennent à ce que je viens de dire. Un, le travail est indisciplinable, c'est-à-dire que personne ne peut tenir seul la question, quand bien même il se la donne comme son objet, ça déborde. Donc ça pose un problème épistémologique et méthodologique de la pluridisciplinarité. Deux, les questions de terrain sont des questions de recherche, c'est-à-dire les questions qui nous intéressent n'ont pas de dispositif formel adapté comme capacité d'y répondre et de l'appliquer. On est donc dans des activités qui sont forcément de recherche, quand bien même on n'est pas un chercheur. Et trois, tout ceci a besoin d'un adossement à une ambition de type politique, c'est-à-dire, on le disait plutôt aussi comme ça, poser les questions à l'échelle de la société, quoi. Après, ça s'est alimenté par l'écologie, etc. C'est ces trois dimensions-là qui ont articulé à la fois, alors en retour, un changement assez profond dans les contenus des enseignements qu'on faisait, y compris dans la discipline,
en ergonomie, ce qui continue. Et deuxièmement, dans une conception du métier d'intervenant, de consultant, qui devait inclure d'entrée de jeu une ambition de type recherche, c'est-à-dire se mêler de choses qu'on ne connaît pas. Il y a un élément complémentaire, ce que vient de dire François, du démarrage d'Athémis, qui effectivement porte sur une rencontre entre des personnes plutôt engagées dans l'ergonomie et des personnes comme moi plutôt engagées dans l'économie, en considérant que la question du travail est une question centrale. C'est le rapport à la subjectivité et au psychisme, à la question on peut dire de manière large, à la psychologie. En fait, à la psychodynamique du travail. Parce que ça va être l'autre discipline. Alors, elle ne s'est pas formalisée par le fait que quelqu'un de la psychodynamique du travail s'associe à nous à la création d'Athémis. Je pense qu'il y avait, avec les gens qui sont, les collègues et amis qui sont engagés dans la psychodynamique du travail, il y avait un différend à ce moment-là sur la nécessité de créer un laboratoire indépendant de l'université. Eux continuaient à travailler dans le cadre de l'université. Là-dessus, on a eu à un moment donné un désaccord avec Christophe Dejour sur l'intérêt de créer Athémis ou pas. Et lui, il était plutôt dans l'idée que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, il fallait rester à l'intérieur de l'université. Et François et moi, on voyait l'importance d'une autonomie. Oui, juste une remarque, c'est que ce à quoi tu fais allusion à propos de Christophe et une différence d'opportunité à sortir de la fac, il me semble que c'était pas qu'avec lui. Tout le milieu universitaire était complètement hostile à l'idée qu'on puisse avoir l'idée même de développer quelque chose en dehors. Oui, il y avait une hostilité sur cette idée, il y avait un désaccord assez profond sur cette idée. Mais nous, quand on a fondé Athémis, on voyait bien que la question du travail était au cœur de la dynamique économique, de la création de la valeur, donc des changements économiques. On voyait bien que les questions d'organisation, ce qu'on appelait, qu'on continue d'ailleurs à appeler le management, étaient entièrement réinterrogées, où l'ergonomie était très sollicitée. Mais on sentait bien aussi qu'on ne pouvait pas se passer d'une approche de la subjectivité, du rapport entre l'inconscient et la question du travail, et que donc on avait besoin d'une doctrine, d'une théorie qui soit en lien avec ce qu'on abordait, et pour nous c'était la psychodynamique du travail. Alors ça correspondait au fait que de mon côté, moi j'avais travaillé avec Christophe Dejour depuis la naissance de la discipline, c'est-à-dire en 1986, parce que je faisais partie du séminaire qui a travaillé sur la psychopathologie du travail, on disait à l'époque. Et toi, tu avais quand même suivi, je parle à ta place, excuse-moi François, mais le sentiment que j'ai eu, c'est que tu étais dans le courant de ceux qui créaient un lien entre le psycho et le travail. Tu étais plutôt du côté de la psychodynamique du travail également, et donc tu étais favorable à ce qu'on intègre cette dimension-là dans nos approches économiques. Alors, à ce moment-là, les membres de ce laboratoire ne sont pas rentrés dans l'Athémis, mais au cours du développement de notre activité, on a trouvé l'occasion de travailler ensemble à plusieurs reprises, avec Christophe Dejour, avec Isabelle Gernet, avec Frédéric Debout notamment, surtout avec Christophe Dejour. On a eu l'occasion de travailler. On a eu ensuite des rencontres entre le laboratoire de psychodynamie du travail et nous-mêmes, Athémis, assez régulières. Donc là, les échanges et la façon de nous approprier la psychodynamie du travail, on l'a intégré, mais ça ne s'est pas formalisé sous un laboratoire commun. Et ça, cette question du rapport au psychisme, pour moi, et je crois aussi pour toi, bien entendu, c'était un élément, pareil, essentiel. C'est-à-dire de dire que, selon le rapport qui est constitué avec les personnes et leur histoire psychique, se posent des enjeux d'organisation, un rapport à l'économie complètement différent. Et très certainement en économie, on est un peu un des rares laboratoires qui fait cette articulation. En ergonomie, il y a plus de liens, mais pas tant que ça. Non, mais pour moi, la chose, c'est que à partir du moment où on a développé, je dirais, alors à Paris 1 à l'époque, à l'université, au début, une ergonomie qui était assez rapidement concernée par les questions de l'économie et du management, on s'est retrouvé avec des interventions qui ont beaucoup plus joué qu'ailleurs sur la question du rapport
personnalisé à quelqu'un. Ce n'est pas un atelier, ce n'est pas une équipe, c'est assez vite quelqu'un qui se trouve en situation de. Et donc très vite, ce quelqu'un, c'est une relation qui devient intersubjective, beaucoup plus qu'avec une équipe. Donc c'est en lien, c'est un peu le paradoxe apparent, qu'on va à la fois vers des questions plus macro, plus économiques, et des questions beaucoup plus intimes, plus psychiques, les deux. Et elles sont liées. Ce qui fait qu'on a perdu un peu tout le monde en mouvement, parce que si on était allé parti que du côté management, il y aurait eu des gens, on aurait fait de la gestion. Si on était parti que du côté psychique, on aurait fait une ergonomie psycho, je ne sais pas quoi, que d'ailleurs les ergonomes n'ont pas fait, parce que les ergonomes qui sont partis à creuser un peu les rapports de la subjectivité, ils sont plutôt allés du côté de Clos que de Dejour. Mais j'insiste sur le fait que c'est parce que la trajectoire m'a mis sur des questions économiques, du fait même de ma propre histoire, je me suis retrouvé à une ergonomie concernée par le travail de management, c'est-à-dire très vite le manager comme quelqu'un qui travaille, au singulier assez vite, et cette dimension du singulier a très vite exposé la nécessité de rentrer un peu dans le contenu psychique et intersubjectif de son rôle. C'est ensemble que ça s'est passé. C'est pas l'un puis l'autre, c'est vraiment du même mouvement. Alors, ceci dit, ça, c'est une chose d'en avoir à la conscience, en est une autre que progressivement, on l'instruise réellement, on le traduise concrètement et on l'affiche. Alors, là, le rapport à l'écologie que tu posais en off, dans notre discussion, le rapport à l'écologie, au démarrage, on était tous, François et moi, convaincus que la question du développement durable et que les enjeux écologiques étaient des enjeux majeurs. Mais il est vrai que quand nous avons créé Athémis, on n'était pas encore en capacité de l'articuler à la question du travail et la dynamique servicielle qui était le cœur de la création d'Athémis. La centralité du travail et l'évolution vers une société dont l'économie était reposée fondamentalement sur les services, notamment les services immatériels et relationnels. La préoccupation écologique, on l'avait. Les premières chartes qu'on a écrites sur Athémis indiquent la nécessité d'aller vers un développement durable, mais la capacité d'articuler concrètement et intellectuellement les questions, on n'était pas encore en mesure de le faire. C'était un peu juxtaposé. Alors, l'importance des questions écologiques, François, on était tout à fait d'accord. Moi, j'avais une expérience parce que lorsque j'ai, du point de vue de la recherche, accompagné les régions du Nord-Pas-de-Calais vers un nouveau mode de développement, c'est-à-dire à partir de l'année 1993, cette question écologique était au cœur de la reconversion économique du territoire. Simplement, encore une fois, le lien qui s'opposait au travail d'un côté et le lien qui s'articulait à la question des services, quand nous avons créé Athémis, on n'était pas en capacité de faire. On a été en capacité de le faire assez rapidement, puisqu'à partir de 2004, nous avons une mission auprès du conseil régional qui nous demandait de savoir comment développer une logique économique qui intègre la question, les enjeux écologiques, d'où ensuite le modèle de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et puis nous avons eu cette commande aussi de l'entreprise qui était Gaz de France à l'époque, qui nous demandait comment peut-on sortir du dilemme où l'État demandait à Gaz de France d'être rentable et en même temps on demandait à Gaz de France de moins vendre de gaz à ses clients. Et c'est à partir de cette injonction qu'on a réussi ensuite progressivement à articuler à travers la démarche de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Mais ce n'est pas au moment de la création. C'est une préoccupation qui était en même temps une préoccupation politique. Parce que le dernier point, c'est là-dessus. Sur le politique, nous avions conscience, François et moi, qu'il ne fallait pas s'insérer dans les partis politiques. Il ne fallait pas articuler le laboratoire aux partis politiques, ni aux syndicats d'ailleurs, mais qu'il fallait trouver ce qu'on appelle maintenant la démocratie sociétale, c'est-à-dire un lien avec l'engagement citoyen par le travail, et donc des choix par le travail, en perspective d'une société à la fois plus durable, plus juste, et qui puisse donner au travail une dimension émancipatrice. Et ça, ce rapport aux politiques, on l'a mis assez rapidement dans notre démarche d'Athémis par l'organisation des conférences.
quand on décide avec François de créer Atémis, on propose cette organisation de ce laboratoire aux gens qu'on connaissait, aussi bien du côté des chercheurs que du côté des consultants qui avaient une posture de recherche, qui étaient intéressés par la recherche. On n'a pas eu, comme vous disait François, on n'a pas eu un très grand succès du côté des chercheurs académiques, puisque la plupart des chercheurs, en réalité, étaient pris par leur carrière, et les seuls qui étaient pris qui créaient une distinction avec leur carrière, notamment nos amis de la psychodynamie du travail, ils n'étaient pas dans l'idée de créer un laboratoire indépendant de l'université. Donc on s'est retrouvé qu'à 3 chercheurs. François, Jean-Yves Boulin, qui était un sociologue du travail, qui est toujours un sociologue du travail, et qui était dans la même université que moi, Paris-Dauphine, et dans le même laboratoire universitaire que moi, qui était l'IRIS. Mais IRIS Travail et Société. Mais c'est le seul chercheur qui a accepté de rentrer dans cette démarche. Ensuite, par contre, nous avions des consultants qui ont été d'accord pour venir. Alors, il y avait une consultante avec une formation de philosophie qui était Solange Neijborn. Il y avait d'autre part Christian Trenel, qui était quelqu'un que je connaissais à travers l'expérience du Nord-Pas-de-Calais, qui avait un cabinet de conseil sur les questions d'organisation, et notamment sur les enjeux du temps de travail. Je ne me souviens plus du nom du cabinet. Conseil, non? Peut-être. Un truc comme ça. Et puis, d'autre part, notre ami ergonome que toi tu connaissais, Bernard Mélier, qui avait un cabinet d'ergonomie à Toulouse. Et donc, on a démarré à 7. 3 chercheurs, 4, il m'en manque un. Et Olivier, bien sûr, pardon, que je suis bête. Olivier Blandin, qui était lui un mi-chercheur, mi-consultant, puisque c'était un étudiant, à l'époque, c'était un étudiant qui avait fait son DEA avec moi, à Dauphine, et qui avait participé au réseau Atémis, qui travaillait avec moi étroitement depuis au moins 4 ans, qui est la personne la plus importante en dehors de François et moi dans la constitution d'Atémis, c'est tellement évident que j'ai oublié de le dire. Voilà, Olivier, bien sûr, Olivier Blandin, voilà, qui est un économiste. Donc on est parti à 7. Olivier étant un peu une expérience de chercheur et une expérience de consultant, un peu les deux. Et puis, autour de nous, sont venus d'autres chercheurs, pour voir un peu comment ça se passait. Je pense à Zarifian, qui est venu à nos assemblées, et puis d'autre part, d'autres consultants. Donc on a fonctionné au démarrage à 2 vitesses. Le laboratoire lui-même, 7 personnes, et puis autour de nous, une vingtaine de personnes, que l'on regroupait l'été en séminaire, il y avait des groupes de travail, de discussion entre eux et nous, sur différents sujets, le management, le développement durable. Alors, par exemple, d'autres chercheurs sont venus, des chercheurs sur le développement durable, je pense à Bertrand Zwindo, sont venus sans rentrer dans le laboratoire, qui coopéraient avec nous. Et donc, il y avait une dimension un peu à 2 vitesses, le laboratoire lui-même et ses consultants, avec lesquels nous organisions de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, des interventions auprès des entreprises ou des collectivités territoriales et des chercheurs qui contribuaient à la... J'ai 2 noms qui me reviennent, Philippe Zarifian et Bertrand Zwindo. Je ne sais pas si tu en as d'autres. C'est toujours assez peu nombreux. Oui. Moi, ce que je comprends de ça, à l'expérience, c'est qu'en fait, on a tout de suite été confronté au problème que posait notre propre choix, c'est-à-dire la question de la limite. Pluridisciplinarité, ça s'arrête où? Si on pose des questions à partir du travail, de l'entreprise, du territoire, le développement durable, la planète, on s'arrête où? C'est-à-dire que c'est à la fois un problème théorique, les gens qui font des carrières scientifiques s'engagent dans des territoires bordés, forcément, et bornés ou bordés, comme on voudra dire, selon que c'est une limite ou une borne, selon précisément. Et les consultants aussi, ils ont des marchés qui se construisent sur des périmètres dans lesquels ils construisent une prétention. Tous peuvent être intellectuellement sensibles au fait que c'est trop court, c'est étroit, ça ne suffit pas. Mais passer la rampe de cette limite et s'embarquer dans des dynamiques où on se met en danger par rapport à des repères où on a construit son principe d'existence, c'est vachement dur. Et rejoindre des gens qui l'ont fait,
mais qui l'ont fait au terme d'une trajectoire personnelle, et qui, quand elle est à plusieurs, est devenue personnelle partagée, parce qu'ils ne l'ont pas fait indépendamment. C'est extrêmement difficile. Pour répondre à vos interrogations et constats que tu rappelles, avec lesquels je suis tout à fait d'accord, c'est à partir de ça que on a commencé à concevoir le concept de communauté de pensée et d'action. C'est-à-dire une démarche qui ne visait pas simplement à développer notre laboratoire, mais qui visait à développer les réflexions et les actions de notre laboratoire en coopération avec d'autres acteurs, que ce soit qui seraient d'accord pour constituer une communauté. Alors d'autres chercheurs, des chefs d'entreprise plutôt, ou des cadres d'entreprise, des responsables de collectivités territoriales. Et cette idée de passer à la communauté de pensée et d'action, c'était l'idée de trouver un mode de réponse sur différents enjeux, dont l'enjeu que vient de rappeler François, mais aussi la nécessité qu'au-delà d'une intervention, les échanges et la réflexion puissent se poursuivre, que ça ne s'arrête pas à l'intervention. Que l'intervention, c'est qu'une étape d'une coopération qui est destinée à être sur le long terme, ce que j'appelle un processus ininterrompu par étape. Et pour pouvoir organiser ces processus ininterrompus par étape, on a commencé à penser le fait qu'il y avait besoin d'autres organismes qui travaillent avec nous et que nous avons cherché à impulser. Alors le premier organisme que nous avons commencé à impulser, c'était d'abord les conférences, parce que les conférences qui ont démarré en 2007, un truc comme ça je crois, je ne me souviens plus, 2007 à peu près, les conférences regroupaient des gens qui discutaient avec nous, et avec un public assez fidèle, qui revenait régulièrement, bon, et qui regroupait alors là d'autres chercheurs, ça leur demandait même pas le même type d'intimité par rapport au travail que nous engagions quotidiennement dans Artémis. D'autres consultants, des cadres, etc. Bon, donc les conférences. Puis assez vite, à partir de 2006, nous avons créé un club, le club Économie de la fonctionnalité et développement durable, que Patrice a très vite rejoint, je ne sais pas si c'était au tout début, en tout cas très vite a rejoint, et a impulsé ce club avec moi, qui permettait, alors on avait des rencontres, il y avait pas mal de chercheurs dans ces clubs, permettait justement des formes de coopération plus larges que celles d'Artémis. Puis derrière les clubs, on n'en a pas fait qu'un, on en a créé plusieurs. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une dizaine en France, on a même créé ça ensuite au Brésil. Et puis, pour pouvoir donner une représentation d'ensemble, il y avait d'autre part des gens qui étaient intéressés à travailler en coopération avec nous en dehors des clubs, là où il n'y en avait pas, nous avons créé l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et là, je pense que c'est une idée très importante. Alors ça a été d'abord une intuition, en fait. On s'est lancé ça, qui provenait de notre propre travail, du bilan de notre propre travail, et des limites qu'on trouvait dans des formes de coopération avec d'autres que nous-mêmes. Et on voyait bien que les gens avaient du mal à rentrer dans Artémis, compte tenu de ce qu'a dit François. Et juste là-dessus, je t'en prie. Tu as raison, mais c'est une question qu'on a connue aussi en interne. Ces créations successives, qui devaient beaucoup être ton génie de création systématiquement, dès que tu mets un pied par terre, il pousse quelque chose, mais en interne, plusieurs étaient perdus. N'arrivaient pas à suivre exactement qu'est-ce qu'on fout là, on multiplie des tas de trucs, mais on ne sait plus où on est. Et donc, il y avait toujours des problèmes de périmètre. Est-ce que c'est pertinent de vouloir grossir tant que ça, grossir comme ça, sans risquer de perdre dans une dilution des engagements, ce qui faisait normalement une certaine puissance quand elle était assez bien concentrée. Et donc on a été constamment dans un réglage un peu comme en accordéon entre des extensions et non pas des replis, mais alors, non, justement, je ne vais pas le dire comme ça, mais plutôt j'allais dire concentration, c'est un mot qui n'est pas terrible, mais approfondissement, voilà. Et on a eu une respiration comme ça. Et par exemple, avec l'Institut, c'est typique. Au tout début, l'Institut a été poussé, tenu par une partie d'entre nous, pas tous. Et puis progressivement, les autres se sont laissés convaincre et ont compris l'intérêt qu'il y avait.
mais n'y prenaient pas forcément les mêmes parts, ce qui n'était alors pas grave de la même façon. C'était juste des problèmes de s'accorder sur des niveaux de connaissances qu'on puisse partager. Moi, j'ai eu à un moment donné dans une inquiétude qu'on perde une certaine centralité du travail au fur et à mesure qu'on s'embarquait sur des objets où il devenait l'enjeu d'une lutte que le travail y soit. Y compris dans l'économie de la fonctionnalité de son premier mouvement, il n'y a pas de travail dedans. Alors ça la question que vient de poser François renvoie au mode de gouvernance que l'on a choisi d'Artémis. Je pense que c'est un point très important. Dans le mode de gouvernance d'Artémis, d'abord on a choisi un statut, c'est pas terrible, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore des sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais on a choisi le statut de société anonyme à responsabilité limitée, c'est SARL, qui nous permettait de faire en sorte que toutes les personnes qui s'engageaient dans le travail, dans le cadre d'Artémis, étaient en même temps des associés, ils étaient associés à la gouvernance et à la stratégie, à la définition de la stratégie du laboratoire. Donc ça, c'est un premier point très important où toutes les personnes qui venaient travailler. Dans un deuxième temps, nous avons eu une expérience qui était malheureuse, où nous avons embauché aussi des salariés, 2 salariés, qui étaient jeunes, plus ou moins jeunes, et plutôt jeunes. Dans notre métier jeune, on en reste longtemps. et on s'est rendu compte qu'en fait, le statut de salarié était contradictoire avec ce que l'on cherchait à faire et aux responsabilités que l'on cherchait à faire adopter par les uns et par les autres, parce qu'en tant que salarié, ils nous demandaient des directives. Et ils nous demandaient, d'autre part, que l'on s'intéresse et qu'on se préoccupe principalement de faire revenir des contrats pour les faire travailler. Et ça nous mettait dans une tension, notamment François et moi, mais Olivier également, compliquée, parce que notre objectif, ce n'était pas de chercher des contrats, notre objectif, c'était de faire avancer la recherche et de faire avancer la doctrine. Bien sûr, on avait un contrat pour vivre, mais ce n'était pas le problème de développer les contrats. Nous, ce qu'on cherchait, le contrat étant une expérience d'intervention, et on choisissait les interventions que l'on considérait comme intéressantes, qui pourraient faire avancer une question et qui pourraient produire une doctrine économique, une doctrine ergonomique, et donc derrière, en lien avec les enjeux théoriques. Et cette tension, à un moment donné, s'est traduite par une petite crise qui était en 2004, si je ne me trompe pas, donc 3 ans après la création d'Artémis, où nous avons renoncé à avoir des salariés, et on a proposé à nos 2 jeunes salariés de trouver des trajectoires, on les a accompagnés pour trouver, ils sont sortis d'Artémis. Et à partir de là, nous avons pris la décision de ne pas recruter de salariés, sauf pour la question de la gestion et la dimension administrative de notre laboratoire, mais que les intervenants qui rentraient dans Artémis, ils avaient une forme d'autonomie de décision vis-à-vis de nous-mêmes, et moi qui assurais la direction scientifique, notamment vis-à-vis de moi. Oui, on donnait une impulsion théorique, on a une impulsion, mais ensuite, la réalisation de ce qui était à faire devait être prise en charge par chacun, et quand les gens les membres d'Artémis n'étaient pas complètement convaincus que lancer un club était une bonne idée, il n'y avait pas de directive. Tu vas créer un club. Non. Il n'y a jamais eu ce type de relation de subordination à l'intérieur d'Artémis, qui est un point très important. C'est-à-dire, les membres d'Artémis, on a réussi, je pense, à se déconnecter des logiques de subordination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépendance, sur les contrats, mais s'il n'y avait pas de subordination, et d'autre part, que chacun trouve son mode de développement professionnel et intellectuel, et que ce n'était pas dicté par la direction que nous assurions, Olivier, François et moi. Voilà. Il y avait un point, juste là-dessus, qui était un peu implicite, mais qui n'était pas aussi clair qu'il ça l'est devenu, c'est que tout ça, on l'a pu le faire aussi parce qu'on avait, nous, Christian et moi, un abri universitaire et notamment financier par l'université. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de on a posé une entreprise, l'Artémis, sans relation de subordination et sans salariat, mais en partie par le fait que nous avions une sécurité financière par l'université. Alors tout l'enjeu, c'était que ça arrive à impulser une dynamique qui permette à ceux qui rentraient de ne pas avoir besoin de cet adossement-là pour pouvoir trouver dans Artémis l'espace de développement qui leur permette de s'y suffire.
Ce réglage-là a toujours été compliqué, d'autant que derrière cet adossement à l'université, il y avait aussi un adossement à l'univers académique de recherche. Donc il y avait là deux questions qui se mêlaient, c'est toujours vrai d'ailleurs, et qui font partie du caractère, non pas ambigu, mais compliqué de ce que l'on cherche à faire. Ce n'est pas un modèle qui tient tout seul. Si on regarde un peu la trajectoire vue d'ici, vue d'aujourd'hui, moi il me semble que la question qui a le plus bougé, c'est notre rapport à la recherche. Au départ, elle était dans l'énergie même de ce qu'on faisait, parce qu'on était sur des statuts et sur des histoires qui étaient construites sur un lien intime de l'un à l'autre. Et en plus, on a mené au tout début des interventions ensemble, donc avec un adossement à la théorie et une confrontation à la pratique de même nature. L'évolution a favorisé des dynamiques d'intervention où on ne perdait pas de vue des questions de recherche, on avait un esprit de recherche, plus qu'on a eu progressivement une production de recherche. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où, précisément, on a eu deux réflexions. La complexité de tenir réellement dans le temps les deux d'une manière qui soit aussi intime que c'était au départ. Et deuxièmement, le fait que, à force d'avoir tiré justement les choses, d'avoir poussé les bornes et donc d'avoir eu des problèmes de périmètre, on est arrivé à un moment où on a besoin de faire un point sur comment ça tient, d'un point de vue conceptuel, théorique, dans une confrontation aux disciplines qui ont continué leur propre parcours à côté. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles aujourd'hui, alors l'âge aussi, on se débranche un peu plus des questions d'intervention au sens classique et on essaye de se réinvestir de manière plus explicite sur les questions de recherche que ça pose. C'est comme ça que je dirais que, enfin moi je vois ça un peu, c'est un peu résumé évidemment, mais que je verrai les choses aujourd'hui. C'est une question, je pense, très importante, de tout à fait raison, qui tient aussi au fait que, au fur et à mesure que de nouveaux membres entraient dans la Thémis, le champ des interventions s'est considérablement développé, parce qu'on est parti à 7, mais dans la réalité, la réalité pratique, on était 3,5. C'est Olivier, toi François, moi et Jean-Yves un peu, de manière un peu en accordéon selon les périodes, puis ensuite il en est sorti. Les autres, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc on était peu nombreux. Et puis on s'est retrouvé à un moment donné où on était une quinzaine. Alors on était beaucoup plus nombreux. Alors bien entendu, cette force de frappe, je dirais, concernait différents milieux, différents secteurs d'activité, différents territoires. Et là, nous avions eu toute une réflexion. C'est à partir de 2010 que ça s'est mis en place. À partir du moment où on a commencé à animer des réseaux d'entreprises, des réseaux de dirigeants d'entreprises. Là, se posaient des questions de stratégie, pas simplement de recherche, de stratégie d'organisation, de stratégie d'organisation de systèmes d'acteurs. Donc on a passé une énergie très importante à la stratégie de développement et à la stratégie, on dirait, politique de ce développement. Du coup, on a mis un peu en sourdine le travail de recherche au sens de la confrontation de nos résultats de recherche, parce que la recherche était toujours là, au sens de la recherche opérationnelle, la production conceptuelle, au sens de la doctrine, était toujours là. Il y a toujours un approfondissement très sérieux de notre doctrine et un enrichissement de cette doctrine. Mais la confrontation de cette doctrine au corps théorique issu de l'histoire en économie ou de l'ergonomie ou même de la psychologie avec la psychodynamique du travail, ce travail-là, on l'a mis un peu de côté, cette confrontation théorique. On l'a mis un peu de côté et c'est ce qui revient, comme le dit François aujourd'hui. Le deuxième point, je pense, très important de ce retour en arrière, c'est qu'on a démarré, mettons à 7, mais aujourd'hui on a une communauté de pensée, d'action autour d'une logique qu'on appelait finalement une démarche qu'on a appelée l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que la coopération remettait la question du travail au cœur de l'affaire, avec des dimensions entrepreneuriales, des dimensions territoriales et des dimensions sociétales, de mode de vie. Là, maintenant, quand on regarde, on est une communauté.
On n'est pas le laboratoire. On est une communauté avec le laboratoire, les clubs, l'institut, des dimensions internationales, notamment au Brésil, mais aussi une association qui nous a beaucoup aidé à réfléchir sur le rapport à la politique, que l'on a appelé Travail et Politique, qu'on avait impulsé à partir de 2012, et qui se retransforme en démocratie sociétale, avec quelques difficultés, comme tout processus, mais c'est aussi du coup une communauté beaucoup plus large. Là, on voit bien au moment de l'université organisée par l'Institut, cette communauté, il y a 200, 300 personnes qui là. Donc les problèmes de responsabilité et d'organisation se donnent dans des termes complètement nouveaux. On ne pourrait absolument pas diriger de la même manière à l'heure actuelle à Thémis que comme on a pu le faire au début, François et moi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une transition, mais on est très content de transmettre la direction d'Athémis à l'équipe des 4 là, qui prennent ça en marche et plus largement un groupe de 6. Ça, pour moi, c'est la principale différence. La deuxième, je trouve, grande différence, c'est qu'au démarrage d'Athémis, on avait des chantiers des interventions qui étaient un peu séparées. Alors, on travaillait sur un problème d'organisation, on faisait émerger une communauté de consultants internes à la Caisse de dépôt et consignation, on venait évaluer un processus territorial. On avait des choses qui étaient un peu séparées, et d'ailleurs des axes de travail qu'on appelait l'axe l'entrée entreprise, modèle économique d'entreprise, l'axe développement territorial et l'axe santé au travail. On avait des axes qui étaient un peu séparés. Là, tout ça a changé. Ça s'est réarticulé avec la question du central comme la question clé et la question maintenant de l'émancipation par le travail. On ne parlait pas autant de la question de l'émancipation qu'on en parle aujourd'hui. Et là, il y a quelque chose où, je veux dire, la dimension politique de l'ensemble de la communauté est beaucoup plus puissante qu'au démarrage. C'est une vraie réalité qui est une réalité qui d'ailleurs donne un certain attrait ou au contraire une certaine répulsion. C'est-à-dire qu'on sent cette puissance, et donc des acteurs, on n'a pas besoin d'unité ici, mais sont gênés par cette capacité d'action. Ce qui est intéressant, c'est que le concept d'émancipation, tu as raison, qui a émergé progressivement, il est à la fois quelque chose qui donne de la visibilité à l'ambition politique, mais également aux dimensions disciplinaires pour l'ergonomie, de mettre de manière aussi explicite l'émancipation comme l'enjeu même de son rôle. C'était à la fois implicite, mais en l'explicitant, ça change tout. De donner à psychodynamique cette question de l'émancipation, mais pas comme ça non plus, au sens que ça prend, sociétal notamment, et en économie aussi. Donc, autrement dit, cette expression, qui était larvaire, qui était de l'ordre d'une communauté de pensée, et plutôt de conscience, à émerger au niveau d'une capacité à la penser et à essayer, à commencer à en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle devient opératoire, communauté d'agir. Ça, c'est nouveau. Et on n'a pas encore fait le tour, je pense, aujourd'hui, dans cette communauté que nous sommes, pas complètement fait le tour et pris la mesure de ce qui se joue dans ce mot. Il est posé, il est reconnu. Je pense que le gros travail qui vient, ça va être d'en tirer les conséquences, je dirais, à plusieurs directions, théoriques, politiques et professionnelles. On n'y est pas. On est là c'est une pépite. C'est un trésor à mon avis, c'est un ressort d'aujourd'hui. On ne l'avait pas. Et effectivement, alors la dynamique de l'écologie donne l'espace, le périmètre auquel il faut le mettre, parce que c'est une écologie qui n'est pas uniquement environnementale, mais bien sociétale. Et par ailleurs, psychiquement, c'est fondamental. Donc là, on fait le lien. Il y a une unité, malgré l'apparente éparpillement des perspectives du fait de l'éloignement des frontières. Et le lien entre l'émancipation, il passe aussi par le rapport qui est en train de se reconstruire à travers la notion de vivant. Parce que la notion de vivant permet d'être en lien directement avec les enjeux écologiques. Mais le vivant, c'est aussi la capacité de la santé, d'être vivant pleinement, donc la santé, notamment la santé physiologique. Et puis, le vivant, c'est ce qui permet de créer de la valeur. Et donc ça repositionne l'économie
à la fois sur une relecture de Marx qui parlait de travail vivant. Le travail vivant était dans le travail créateur de valeur. Mais aujourd'hui, on voit bien que justement, le vivant, on ne peut pas se limiter à la question du travail. Elle englobe d'autres dimensions qui sont créatrices ou destructrices de valeur, et donc qui repositionnent la question de l'économie sur d'autres bases. Et le vivant est très certainement, à côté de l'émancipation, le deuxième terme clé que l'on va très certainement développer dans les temps futurs. Le retour encore en arrière, quand je regarde Athémis maintenant, et avec Athémis, parce que, encore une fois, je réinsiste, c'est toute cette communauté d'acteurs que ça a permis de créer. Le retour en arrière, c'est le fait que, à la différence du démarrage, on s'adresse à des communautés, à des réseaux d'acteurs économiques et sociaux. Par exemple, le réseau Cocagne, mais aussi le réseau qui est les réseaux du CJD, qui est un réseau de dirigeants d'entreprise, aussi le réseau culturel. Et donc il y a une façon de travailler qui est une construction d'alliances, voire plus d'alliances, de capacité de coopération intime entre nous, qui est une différence par rapport au démarrage d'Athémis. Et là, le basculement d'une intervention un peu éclatée d'Athémis avec un travail de construction de réseaux, de soutien à des réseaux, le passage c'est 2010, quand nous avons commencé à travailler avec le CJD et à la mise en place de réseaux d'entreprises ou de réseaux de dirigeants intéressés par l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, ce qui continue. Et puis ça s'est approfondi avec le travail avec les réseaux des jardins de Cocagne, ça s'est approfondi avec d'autres réseaux, y compris des réseaux de consultants. Et là, c'est une méthode de travail qui s'est beaucoup développée entre 2010 et aujourd'hui, et très certainement que, à travers cette fois-ci Coopter, mais un Coopter bis, c'est-à-dire deuxième étape de Coopter, depuis que l'ADEME ne soutient plus le processus de Coopter, une possibilité d'avoir cette fois-ci des réseaux de territoires avec nous, d'acteurs territoriaux, beaucoup plus puissants que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. Et ça donne des missions à Athémis et une capacité d'impulser Athémis qui est en train de se renouveler et de s'enrichir. Le dernier point que je dirais, pardon. Territoire dans ce que tu viens de dire qui émerge. Bassin de vie, en territoire comme bassin de vie. C'est ça. Et c'est là que la question de l'émancipation est en même temps un soutien à un concept qu'on a toujours un peu évoqué, mais qui est un enjeu de développement et de recherche. Avant, on accompagnait des collectivités territoriales, qu'on appelait territoires, mais c'est des collectivités territoriales. Là, il y a un déplacement vers les bassins de vie et les acteurs qui font vivre ces bassins de vie. C'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, beaucoup plus proche des enjeux sociétaux et derrière, d'enjeux politiques posés d'une manière très différente de la politique actuelle. Et alors c'est important parce que quand même, on vit aujourd'hui, hier c'était un vote négatif de confiance au gouvernement, on vit une crise politique. Crise de politique, crise de régime, on n'est pas loin de la crise de régime. Et de trouver des modes de restructuration dans la société civile d'une autre façon de faire de la politique, c'est essentiel. Et pour moi, ce qui est en train de se jouer dans Coopter en fait partie. Alors ça donne des responsabilités de transmission. Il faudrait peut-être de passer à la transmission. Tu veux y aller sur la transmission ou tu veux que j'y aille ? Dans transmission, il y a l'idée que, pour moi, l'expérience de la responsabilité est une expérience clé du travail. Et cette responsabilité, elle est distribuée, mais elle est toujours assumée humainement. Être un dirigeant, ce n'est pas la même chose que d'être un cadre ou d'être quelqu'un qui est impliqué. Être un dirigeant, c'est prendre une responsabilité humaine sur le devenir des autres. Se sentir responsable de ce qui advient vis-à-vis des autres. Et cette responsabilité, à la fois, elle est magnifique, bien entendu, elle demande beaucoup de travail pour l'assurer correctement. Elle demande aussi une capacité d'énergie
elle demande une capacité d'innovation. Et à un moment donné, l'âge, le mien, celui de François, à mon avis, peut devenir une gêne. C'est pas qu'on puisse pas contribuer à faire des choses intéressantes, mais je pense que l'âge devient difficile pour assumer une position de dirigeant, assumer cette responsabilité. Dans la transmission, la question clé, c'est de permettre à des jeunes plus jeunes que nous de prendre en charge cette responsabilité. Alors dans Actemis, on a commencé ça, je sais pas, dans ma tête, c'est 3 ou 4 ans, et là on est à la fin du processus, c'est transmis. C'est-à-dire, entre 3 et 4 ans, on réussit progressivement à comprendre où se jouaient ces enjeux de responsabilité et ont émergé dans Actemis, voilà, dans ma tête, 4 personnes qui assurent cette logique, mais derrière, très vite, 2 autres assurent cette logique, assumer ce rôle de dirigeant, qui est un travail tout à fait singulier, tout à fait particulier. C'est la première transmission pour moi, la plus importante. Parce que ça s'est fait dans des conditions, à des moments avec des contradictions, un peu de tension entre nous, normal, heureusement, mais quand même fondamentalement humaine, réussie, et pour moi, qui me rend extrêmement heureux. Voilà. Extrêmement heureux. Je peux dire quelque chose là? Oui, je t'en prie. La transmission, c'est pas le retrait. C'est pas on s'en va. Je te laisse les. Ce qui est très important dans ce que tu viens de dire, c'est effectivement la transmission de la question de la direction. Donc c'est libérer de la place pour que des décisions soient prises qui engagent dans le temps, au-delà de ce qu'on peut s'imaginer être en capacité de vivre nous-mêmes. Dans la transmission, il me semble que le point compliqué, c'est une certaine tendance qu'il pourrait y avoir à ce que ceux à qui on transmette continuent, comme on a fait. C'est une transmission qui devient un calvaire. Ou bien fassent ce qu'ils veulent, ce qui ne va pas non plus. Alors il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais que ce qu'ils veulent, malgré tout, poursuivent une certaine idée, une certaine ambition qui a été à l'origine de ce qui se joue. Ce réglage-là suppose une très bonne compréhension, on va dire intergénérationnelle, et notamment pour les plus vieux, la compréhension des raisons pour lesquelles ça pourrait avoir besoin de bouger. La question de savoir comment ceux qui sont venus ont compris ce qui avait fondé le projet de son avis d'origine. La question pour nous de comprendre qu'est-ce qui fait que forcément ils feront autrement, pour d'autres raisons qui seraient qu'ils ne sont pas comme nous. Bon, ça c'est une banalité. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue là, qui ne peut pas se poursuivre, au-delà du fait qu'ils ne sont pas comme nous, ce qu'on savait déjà. Cette question-là, je pense qu'on l'a effectivement bien réussi, mais ce n'est pas un retrait. La preuve, c'est qu'on ne disparaît pas pour autant. Mais comment on se déplace. On se déplace, on se retire de la direction, oui, mais on ne se retire pas de l'aventure, et donc on change de place dans l'histoire. C'est pas si facile parce qu'il y a des réflexes, il y a des natures, il y a des grandes gueules. On n'abandonne pas forcément tout ce qu'on a été amené à développer pour tenir. On ne tient pas comme ça. Donc ça suppose donc de les rediriger ailleurs. Ce qui fait que d'ailleurs, en fait, c'est une deuxième vie, ou troisième, je ne sais pas combien. C'est pas une fin. Ce qui ne va pas de soi avec ce qu'on entend derrière souvent la question de la transmission. C'est pour ça que nous ne sommes pas à la retraite. Non. Moi, je pense aussi que ce qui change, je partage ce qu'a dit François sur les enjeux de transmission, mais je pense que l'équipe qui reprend la direction d'Actemis, maintenant complètement, parce qu'avant, ça avait déjà été repris en partie, depuis 4 ans, il ne faut pas faire attention, ça ne s'est pas fait claquant dans les doigts, dans un processus, et maintenant qui se traduit de manière complète, qui se traduit dans les statuts, dans une nouvelle charte d'associés, etc. Je pense que le point important à prendre en compte, c'est que la conjoncture économique, sociale et politique, c'est plus du tout la même qu'en 2001. Bon, d'abord, il y a eu le Covid. Le Covid a eu une grande importance parce qu'il y a eu une conscience
chez nous, mais aussi collective, dans la communauté, mais aussi au-delà de la communauté, qu'on pouvait être confronté à l'effondrement. Ce qu'on a appelé l'effondrement partiel. L'idée d'effondrement ou d'effondrement partiel et de reprise partielle, c'est une idée relativement récente. C'est une idée que le Covid a révélée. Et là, c'est une conjoncture auquel on n'était pas confronté en 2001. On ne pensait pas à la question d'un effondrement. On n'était pas dans cette logique-là. Et donc la capacité aujourd'hui de construire des espaces, dont cooptères, j'insiste sur l'importance de cooptères, des espaces territoriaux qui résistent à l'effondrement ou qui permettent, dans cet effondrement, de trouver des formes de relance, de nouvelles dynamiques, c'est stratégique. De mon point de vue, c'est stratégique et c'est politique. Politique au sens sociétal du terme. Donc les missions là, de la direction, elle est plus complexe que la mission que nous avions assumée en 2001. Voilà, plus complexe pour moi. Bon. Et c'est bien que vous soyez nombreux à en discuter et à l'assumer. Parce que cette conjoncture a fortement changé. Notre société civile est extrêmement divisée, hérite d'un individualisme forcené, d'un consumérisme forcené, et que la capacité de retrouver une identité collective progressiste, humaniste, souhaitant un développement durable, c'est un challenge extrêmement important. Or, ça fait partie des missions d'Athémis. Pas seulement Athémis, bien sûr, de l'ensemble de la communauté, mais ça fait partie d'une nouvelle conjoncture. Donc je pense que ce changement, c'est là où on a besoin d'énergie nouvelle, c'est là où on a besoin, parce que nous, on est malgré tout encore un peu, pas complètement, mais encore un peu, lié à l'héritage qu'on a eu de 68, de l'après 68, notre formation de jeune homme. Bon. Justement là-dessus, Christian, je trouve que le problème de l'horizon vis-à-vis duquel on essaye de se caler, ce qui a changé, tu as parlé de la Covid, ok, c'est très important. On peut l'étendre, c'est le problème climatique, c'est le problème de l'anthropo... La fin de la globalisation. Alors donc toute la question de l'anthropocène ou du capitalocène, comme on voudra dire, la question de la guerre. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est non pas comme une question comme ça qui se pose de très loin, qui devient de plus en plus présente et qui aujourd'hui crée notamment ces fameuses éco-anxiétés, c'est pas simplement écologique, c'est l'échelle à laquelle les questions en arrivent à être posées et subjectivement, psychiquement s'incarnent dans des manières de se comporter, de travailler, de se projeter, d'accéder à la question du politique. Dans le Front National, comme chez Mélenchon, ils sont effectivement sur des rapports à des horizons de société qui sont vraiment courts, mais précisément, c'est peut-être pas eux les dangers. C'est que les dangers, ils sont à une échelle où il n'y a pas de relais organisé, institutionnel, et dans lesquels nous-mêmes, on est pris parce qu'on les reçoit, mais on n'a pas l'échelle de la réponse directement. Donc on essaye de développer des instances dans lesquelles on leur donne le moyen de s'exprimer et on essaie de les travailler. Mais là, pour le coup, sur un projet nouveau. Mais c'est là où ton rôle et le mien peuvent apporter une pierre à l'édifice et une aide ou, je sais pas, une compétence complémentaire à nos amis qui prennent la direction d'Athémis et nos amis qui prennent la direction de l'Institut des différents clubs. C'est que, en redéployant notre activité d'un côté sur la question de la recherche et de la recherche théorique, est une manière de faire revenir l'histoire des idées et de coup de repositionner la situation de la France dans une histoire longue, très longue, de telle manière qu'il puisse aussi avoir une compréhension à la fois des éléments de rupture par rapport à cette histoire très longue, parce que je pense qu'il y a des ruptures structurelles qui se sont engagées ces 40 dernières années, mais dans les ruptures, elles ne sont jamais complètes, il y a toujours des éléments de continuité. Et donc, de porter ces éléments de continuité. Les ruptures sont plus faciles à identifier que les éléments de continuité, mais je parle des éléments de continuité qui sont des éléments positifs de continuité. Alors, le travail que François et moi, nous pouvons faire maintenant en ayant un peu
un temps différent, un usage de notre temps différent. Moi, je le vois sur deux plans. Un premier plan qui est la question d'aider à éclairer sur le plan théorique les ruptures paradigmatiques que la démarche de l'EFC et plus largement ce que nous faisons engage vis-à-vis des théories précédentes. Je pense que ça, c'est un travail nécessaire, parce que ce sera un travail qui permet de consolider, qui va permettre d'asseoir encore mieux la doctrine de l'EFC. Et ça se passe par confrontation avec d'autres courants de pensée. Quand j'avais, en 2001, j'étais encore dans le courant de pensée qu'on appelle la théorie de la régulation. Aujourd'hui, je suis très éloigné de cette théorie de la régulation, avec des ruptures épistémologiques fortes. C'est un travail à faire, ce travail-là, donc de la recherche, au sens d'une recherche qui pourrait être utile pour l'intervention, mais aussi nous confronte à l'histoire de la pensée et l'histoire des théories. Puis le deuxième point, c'est sur la démocratie sociétale, c'est-à-dire, c'est quoi l'héritage politique d'un côté, et en quoi ce que Artémis va être amené à faire, ce que l'Institut va être amené à faire, ce que les clubs vont être amenés à faire, ce que les réseaux, des réseaux d'acteurs qui travaillent avec nous, Coopter, le réseau Cocagne ou d'autres, culturels, etc., quel est l'arrière-fond de la politique. Et donc je pense que le travail que nous devons faire, et que nous avons décidé de faire, François et moi, en animant l'association Démocratie Sociétale, c'est d'offrir aux uns et aux autres des réflexions différentes des nôtres, un rapport à l'histoire, un rapport qui apporte cette culture à ceux qui aujourd'hui sont très pris par la question de l'intervention et de l'organisation de l'ensemble de cette communauté. Pour moi, c'est la deuxième mission, qui est plus facile à faire avec l'énergie qu'encore la nôtre, et qui est aussi fait que la compétence qui est notre histoire, qui reste une compétence singulière, peut être réutilisée, utile à la poursuite du processus. Et c'est là que je trouve que, en disant comme tu viens de dire, en réalité on est dans la franche continuité de l'idée qu'on a eue depuis le départ, parce qu'on est sur, la question du rapport au réel. On est là sur une touche que le réel a des problèmes de compréhension de sa jeunesse. Qu'est-ce qui fait que ça résiste? Et qui, par exemple, si ça renvoie à des choses qui ont besoin d'une compréhension de l'histoire, des grands équilibres économiques, macro, des risques de guerre qui sont présents, et pouvoir simplement, non pas de les constater, mais de leur donner des clés de compréhension, ce sont des enjeux de santé. L'enjeu de santé, c'est d'arriver à comprendre ce qui m'arrive et pas simplement de le subir. Donc de sortir de l'aliénation, au moins sous l'angle de comprendre quelque chose. Et ce sont des enjeux de capacité d'intervenir en même temps, c'est politique. Donc ce décalage-là sur des espaces plutôt de soutien, ça peut être du coaching, ça peut être de la supervision, ça peut être des espaces dans lesquels ce qui s'exprime dans l'expérience des gens, c'est quelque chose qui témoigne de leur rapport à un réel, mais d'un réel qui a besoin d'être approfondi du point de vue de ce qu'il signifie, au-delà de ce que l'on constate. Et donc cet approfondissement des sources, des raisons, pose à nouveau des problèmes de limites, mais qu'on ne peut pas facilement faire dans l'intervention directement, mais qu'on a besoin de mobiliser, peut-être grâce à des productions qu'on peut développer. Je crois que là, on est en parfaite continuité, mais à un moment où, pour le faire, il faut être un peu dégagé de la contrainte, malgré tout, d'un revenu à obtenir par rapport à des contrats à signer, qui ont beaucoup de mal à se trouver dans les termes que je suis en train de dire. Et surtout, je pense, les contraintes qui correspondent à nos responsabilités lorsqu'on contribue à la direction. Parce que les questions financières, de mon côté, ça n'a jamais été un problème majeur, mais la question d'assumer les directions, le temps de la direction de l'application. Alors ce déplacement, si on va sur des questions plus personnelles, ce déplacement de l'activité, moi, me plaît beaucoup parce que ça me permet aussi de faire je dirais pas le bilan de ma vie, mais malgré tout, revenir à la cohérence de ma vie, de revenir sur mes engagements
parce que je me suis engagé dès l'âge de 15 ans dans des démarches qui étaient une volonté d'implication politique et sociétale. Et donc, ça va mieux comprendre les étapes de ma vie, qui est toujours intéressant à faire. Le deuxième point, c'est que, et donc une forme de cohérence, le deuxième point, c'est que ça demande un temps de travail un peu différent que celui en termes de contenu, de celui qui était le mien et le nôtre, le mien notamment, lorsque je m'étais engagé dans la direction de la Thémis, de l'Institut, d'abord du club, de l'Institut, qui demande une forme de travail où le temps des autres, les interférences de temps sont considérables. Et la synchronisation devient considérable. Or, l'écriture demande de la lecture, demande de se désynchroniser du temps des autres. Et donc, le fait de pouvoir se dégager de ses responsabilités me permet de me désynchroniser un peu. Parce que si on le fait complètement, ça ne va pas marcher non plus, mais quand même un peu. Et là, je trouve que le dispositif qu'on est en train de travail qu'on est en train de mettre en place entre nous et vous, puisque maintenant nous ne faisons plus partie de l'organisation Athémis, cette mode d'organisation nous permet de se désynchroniser des urgences, toute une série d'arbitrages stratégiques ou politiques à faire, et donc derrière de contraintes de temps. Ça, c'est très important, ça permet d'avoir un autre temps et donc d'être une utilité. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas à la retraite. Voilà, nous continuons. Nous ne sommes pas à la retraite, la retraite est simplement un statut de redistribution du revenu, mais pas d'activité. Vous êtes en retrait un petit peu pour pouvoir voir mieux et plus en retrait du point de vue de la direction, mais pas du tout en retrait du côté du projet. Je ne me sens pas du tout en retrait du côté du projet. Je me sens presque encore plus investi dans le projet qu'avant. En retrait du point de vue de comment prendre des décisions, à quel moment il faut faire, quels sont les choix qu'il faut faire. Là, je me sens maintenant en retrait. Mais je ne me sens pas en retrait sur le projet fondamental, en apportant une pierre un peu différente. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se confronte à notre vie hors travail. Parce que notre vie n'est pas que du travail. On a aussi une vie familiale avec ma femme, avec mes enfants, et maintenant comme grand-père avec mes petits-enfants, et les amis. Et là, c'est un problème qui n'est pas si simple que ça à régler. Pour moi, j'ai l'impression que François est un peu comme moi, c'est-à-dire que, en fait, les autres, ils pensent que vous êtes à la retraite. Donc il y a des problèmes aussi personnels, d'articulation. Mais c'est un sujet intéressant parce que moi, j'interpelle les gens de ma génération en leur disant « Mais pourquoi vous êtes à la retraite ? C'est du gâchis. Réengagez-vous. Vous avez du temps. Vous avez des moyens financiers non négligeables. Vous pourrez faire des investissements. L'épargne, pourquoi vous mettez votre épargne, vous laissez là ?» Donc le rapport à la retraite est relié complètement au rapport au travail qu'on a aussi aujourd'hui. Oui, mais justement, je pense que c'est... Parce que on ne s'étonne pas qu'un écrivain, un peintre, un musicien, il n'a pas de retraite, ça ne veut rien dire du tout, comme éventuellement il n'a pas de dimanche. Donc c'est quelque chose qui n'a aucune raison de s'arrêter. Et quand tu dis, quand tes amis ou de la famille, mais qu'est-ce que vous foutez ? L'idée c'est qu'ils reprennent une activité, quelle qu'elle soit, qui va très vite s'ils la font, leur prendre un temps qui leur rendra tout autant indisponible pour ce que les gens voudraient qu'ils fassent parce qu'ils n'auraient rien à faire. Et le truc, c'est qu'on n'a pas rien à faire du tout. Alors c'est vrai que ce qui surprend un peu, c'est qu'on continue d'avoir à faire exactement comme avant. Alors souvent, les gens qui prennent leur retraite, ils ont à faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant et qu'ils peuvent faire plus qu'avant, et donc ils l'ont souhaité. Alors le problème, c'est qu'on vit tous avec des personnes autour de nous que malheureusement la santé frappe avant jusqu'à présent nous, et qui alors pour le coup, tu parlais tout à l'heure de l'interjection des temporalités, là les pose pour d'autres raisons, c'est-à-dire être là pour des raisons qui tiennent à la nécessité d'être présent à la vie d'autres qui comptent pour nous et qui de fait font contrainte. Mais celles-là, elles font partie de la vie pour le coup. Elles peuvent appeler à des façons de s'y prendre qui s'ajustent. Ça c'est vrai.
Je ne sais pas, je pense qu'il y a à la fois à ne pas hésiter à s'engager, à reprendre des initiatives, comme ce que tu fais par exemple avec l'archipel nourricier chez toi. Moi, je ne suis pas en Bourgogne, j'espère que je trouverai une occasion de développer des choses. Je suis trop récent dans cette implantation pour y avoir encore accès, mais oui, redonner du goût et de la légitimité des gens comme nous, de lancer des choses qu'on ne lance pas avant parce qu'on n'en a pas le temps. Et qui en même temps s'inscrivent dans la durée de ce qu'on a fait jusqu'alors. Ouais, moi, je dirais que la question de l'engagement est la question clé. Hein, quelle que soit la génération, la question de s'engager pour apporter une contribution à ce qu'on appelle de manière générale la transition vers une société plus démocratique et plus durable, l'engagement, c'est le point clé. Cet engagement, le deuxième point clé, il s'opère, de mon point de vue, d'abord et principalement dans les choix que nous faisons dans le travail. Donc, trouver dans le travail un moyen d'apporter une contribution à cette transition. Ce qui peut demander aux personnes d'être dans une situation qu'on appelle séquente, c'est-à-dire un pied dans un travail un peu classique et un autre pied dans un travail émancipateur, nouveau, libre, qui part alors d'une forme d'organisation interne à la communauté de pensée et d'action. Donc pour moi, une invitation aux uns et aux autres, engagez-vous. Ce que cet engagement passe par votre travail, avec des moyens de trouver les moyens dans la structure que vous êtes ou dans l'institution dans laquelle vous êtes, classique, d'être un peu séquent, de trouver un mode d'action quelquefois limité, mais séquent, mais aussi à côté d'apporter ses compétences dans la communauté de pensée et d'action qui relève de l'EFC, qui là peut être libre. Et le dernier point, c'est que ça passe aussi par des questions du travail, mais aussi par des questions, comment dirais-je, de compréhension du monde et de compréhension de soi-même. Faites un travail sur vous-même, essayez de comprendre les tensions qui vous traversent, soit par un travail analytique de psychanalyse ou d'autres, il y a d'autres méthodes. Faites un travail sur vous-même parce que la compréhension de votre propre histoire psychique, de votre propre histoire, est un élément clé pour comprendre celle des autres et ensuite de trouver des formes de relation aux autres constructives. Donc l'engagement, c'est un engagement pas seulement dans le collectif, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Et avec un espace et un temps, moi j'ai fait un travail d'analyse depuis 1984, que j'ai quasiment jamais arrêté, que je compte continuer pour un travail pour moi-même. C'est un élément essentiel pour être en capacité de comprendre soi et les autres, et du coup d'être dans une distance, il donne une forme de lien à l'autre qui soit utile, coopérative, constructive. Et puis et donc tous les espaces, y compris que l'on cherche à développer avec François, qu'on appelle les groupes Tenir Debout, qui est aussi un espace de discussion de ce qui se joue pour soi et de ce qui se joue dans les autres d'une manière réflexive, c'est important d'y contribuer. Et là, je trouve que les différents dispositifs qui se sont construits depuis 2001, du laboratoire au club, au groupe Tenir Debout, etc., vous avez la possibilité, sous une modalité qui a trouvé pour vous-même, de trouver cette forme d'engagement par rapport à la situation. L'angoisse se traverse par la décompensation physique ou psychique si on n'est pas engagé. Si on est engagé, l'angoisse peut être sublimée, c'est-à-dire être dépassée de manière créative, même si l'échéance est très dure, même si la conjoncture est particulièrement dure. Engagez-vous, mes chers amis, dans cette communauté de pensée, à la fois collectivement et aussi personnellement pour vous-même. Voilà ce que je dirais, moi. C'est comme si j'étais d'un coup dans un meeting. Allez-y. Cette question de la sublimation est parfaitement fondée, c'est ça, ouais. Tout à fait. J'avais, au-delà, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, je ne le dirai pas aussi bien. Moi, il y a une autre chose que peut-être, je trouve, on a insuffisamment développé alors, à la TMI jusqu'ici, c'est la manière de convoquer les dimensions, je vais dire artistiques,
comme étant source d'une pensée convergente avec ce que l'on peut retenir à partir d'une activité plus analytique. Ou alors d'une sensibilité, si tu permets de corriger. C'est pas avoir une pensée là, pour moi, c'est une sensibilité. Si tu veux. Mais ça, mais oui, mais je suis d'accord. La source est la sensibilité. Après, elle permet de construire aussi de la pensée à partir d'elle. Elle ne reste pas uniquement au plan de la sensibilité. Elle peut se conceptualiser, en tout cas s'organiser en dimensions qui aident à penser, en tout cas, pour le dire comme ça. Et ça, alors ça a plus relevé des parcours individuels, assez privés, peu échangés, ou pas beaucoup, ou sauf à l'occasion, et pas structurés, donc comme une ressource à installer, autant que, par exemple, on l'a dit depuis toujours, faites un travail sur vous. Bon. Après tout, ça peut relever d'un travail sur soi, mais qui ne prend pas les mêmes dispositifs d'appui. Or, je pense que c'est une ressource absolument essentielle. Pour moi, la littérature, par exemple, pour d'autres, ça peut être la musique, ou les deux d'ailleurs, ou la peinture, ou la danse, non, mais tous les moyens, c'est-à-dire qui ne passent pas par leur raisonnement directement. D'ailleurs, je déteste les auteurs qui sont d'abord des gens qui raisonnent, qui fait qu'en général, les intellectuels sont des mauvais écrivains, et ceux qui arrivent à l'être, c'est qu'ils arrivent justement à dépasser le stade du raisonnement pour arriver à convoquer celui de la sensibilité ou de l'émotion, mais qui devient une pensée, en fait. On peut raisonner avec un « et ». Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une pensée. C'est pas un raisonnement, mais c'est une pensée, ce qui est plus fort. Ce point-là, il est le privilège d'aucun âge, et il a une fonction aussi de santé et de développement et d'engagement autrement, évidemment. Mais par exemple, l'engagement à être disponible, un engagement d'écoute, la capacité de se laisser atteindre. Et c'est ça la subjectivité quand même. On pourrait même dire qu'il faut qu'il y ait de la résonance, c'est-à-dire qu'un effet d'écho et de retour qui permet du raisonnement. Enfin, là, on joue un peu sur les mots, mais ce sont des métaphores. L'idée, c'est que la sensibilité n'est pas le raisonnement, mais ils peuvent converger tous les deux dans une pensée, qui n'est pas un raisonnement seulement. Et donc, c'est peut-être justement de donner à l'échelle de la pensée une dimension qui n'est pas simplement l'approfondissement seulement du raisonnement. Et ça, dans les moments aussi complexes dans lesquels on est, avec des interpellations aussi multiples d'instances tellement différentes, c'est ce dont on a, je pense, besoin. Pouvoir arriver à penser quelque chose. Mais très certainement, là, ça en fait partie, hein, ce petit moment ensemble, qui est à la fois un moment que vous filmez, mais qui est aussi un moment convivial entre nous. Et on le voit bien, c'est aussi un échange entre François et moi, ça permet de nous revenir en notre histoire, mais en même temps, en réalité, il y a un échange avec vous deux. On est aussi dans des espaces d'expression et de communication, pour moi, adjacentes au mode classique de communication. Parce qu'on rentre plus, moi je trouve que le ton de tout ce que vous avez filmé, on rentre dans une articulation entre l'intime, et je pense que ça doit se sentir, l'intime et l'engagement. C'est un des points qui était au départ de travail politique, l'idée de la conversation. Ouais. Autrement dit, qu'il s'agit non pas de chercher à convaincre l'autre, mais à écouter chacun et à permettre que chacun puisse parler. Cette idée de la conversation, qui était le grand art du XVIIIe siècle, mais c'est véritablement ce qui est aujourd'hui au tapis. Non, mais ça fait partie de l'affaire. 4. Final 4. Ah oui, les 12h30, c'est raisonnable.